Ton cerveau peut t'obéir, même quand tout en toi sait que c'est mal. Pas parce que tu es cruel, pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau possède un mode particulier, un mode ancien, un mode profondément humain. Au début des années 60, le monde sort à peine d'un choc moral immense. En 1961, Adolf Eichmann, un des principaux organisateurs de la déportation des Juifs, est jugé. Face au tribunal, il répète inlassablement une phrase « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Cette justification trouble profondément l'opinion publique, car Eichmann ne correspond pas à l'image du monstre sadique, il ressemble à un fonctionnaire ordinaire, un homme banal. Cette question obsède alors un jeune psychologue américain, Stanley Milgram. Milgram ne cherche pas à expliquer le nazisme. Il ne cherche pas des psychopathes. Il pose une question beaucoup plus dérangeante. Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne ordinaire, lorsqu'une autorité perçue comme légitime lui demande de faire quelque chose qui entre en conflit avec sa morale personnelle? Pour y répondre, Milgram décide de créer une expérience contrôlée, une expérience simple en apparence, mais redoutablement bien conçue. Il choisit un lieu symboliquement fort, l'université de Yale, un nom qui inspire confiance, science, rigueur, légitimité. Il recrute des citoyens ordinaires, des employés, des commerçants, des pères de famille. Aucun antécédent violent, aucun profil extrême. Des gens normaux. Ils sont invités à participer à une étude sur la mémoire et l'apprentissage. Rien n'indique qu'il s'agit d'une expérience sur l'obéissance. À ce stade, personne ne se doute encore de ce que cette expérience va révéler sur le cerveau humain. Chaque participant arrive seul au laboratoire. Il est accueilli par deux personnes. La première est un autre participant, sympathique, poli, rassurant. Mais cet homme n'est pas un véritable participant. Il s'agit en réalité d'un complice de l'expérience. La seconde est l'expérimentateur. Il porte une blouse grise. Il parle peu. Il est calme. Il ne sourit presque jamais. Ce détail est crucial. La blouse grise n'est pas décorative. Elle est un symbole. Le cerveau humain associe spontanément la blouse, la science et la compétence à l'autorité. On explique alors le protocole. L'expérience porte sur la mémoire. L'un des deux participants sera l'enseignant, l'autre sera l'apprenant. Le tirage au sort est truqué, mais le participant l'ignore. Il devient toujours l'enseignant. L'apprenant est ensuite conduit dans une autre pièce, séparée. Le participant le voit s'asseoir. On lui attache des électrodes au bras. Puis la porte se referme. Désormais, ils ne se verront plus. Devant l'enseignant, un appareil impressionnant est installé. Un générateur de choc électrique, des interrupteurs alignés, des inscriptions claires. 15 volts, choc léger. 75 volts, 120 volts, choc modéré. 150 volts, choc fort. 300 volts, choc intense. 450 volts, danger, XXX. La tâche est expliquée précisément. L'enseignant pose une série de questions à l'apprenant basées sur un exercice de mémorisation. À chaque erreur, l'enseignant doit administrer une décharge électrique. Et à chaque nouvelle erreur, l'intensité du choc doit augmenter. Pas de saut possible, pas de retour en arrière. Au début, tout semble presque théorique. Les premières erreurs entraînent de faibles tensions. Puis, très progressivement, les volts montent et avec eux, les réactions de l'apprenant. Au départ, l'apprenant émet de simples grognements. Puis, à mesure que la tension augmente, les réactions deviennent plus intenses. À 75 volts, il gémit. À 120 volts, il crie. À 150 volts, il supplie. « Je veux sortir. Je ne veux plus continuer. » L'enseignant hésite. C'est alors que l'homme en blouse grise intervient. Toujours de la même manière, toujours avec la même voix, toujours sans émotion. « Veuillez continuer. » Si l'hésitation persiste, il ajoute « L'expérience exige que vous continuiez. » Puis, il est absolument indispensable que vous continuiez. Et enfin, vous n'avez pas le choix. Vous devez continuer. Ces phrases sont répétées, encore et encore, jamais criées, jamais expliquées. Elles sont courtes, claires, impératives. À 270 volts, les cris deviennent des hurlements. À 300 volts, l'apprenant refuse de répondre. Après 330 volts, le silence. Un silence inquiétant. À ce moment-là, le participant ne voit rien. Il entend seulement ou n'entend plus. C'est ici que le cerveau entre en conflit. Mais avant d'analyser ce conflit, Milgram observe les résultats. Avant l'expérience, il demande à des experts de prédire le comportement. Psychiatres, psychologues, leur estimation est claire. À peine 1% ira jusqu'au bout. Les résultats réels sont stupéfiants. 65% des participants vont jusqu'au choc maximal de 450 volts. 100% vont au moins jusqu'à 300 volts.
Tous, malgré les cris, malgré les supplications, malgré le silence. C'est seulement maintenant que Milgram pose la vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de ces personnes? À partir de ces résultats, Milgram propose une explication centrale. Le cerveau humain peut entrer dans ce qu'il appelle l'état agentique. Dans cet état, l'individu ne se perçoit plus comme l'auteur de ses actes, il se voit comme un exécutant. La responsabilité n'est plus la mienne. Je ne fais qu'obéir. C'est l'autorité qui décide. Ce mécanisme soulage le cerveau. Il réduit le conflit moral. Ajoute à cela l'escalade progressive des chocs. 15 volts de plus à chaque erreur. Le cerveau s'adapte. Chaque étape devient la nouvelle norme. C'est ce qu'on appelle l'émiettement du mal. Enfin, le cadre joue un rôle décisif. Yale, la science, la blouse grise, tout indique au cerveau que l'autorité est légitime. Et quand l'autorité semble légitime, le cerveau suspend son jugement personnel. L'expérience de Milgram ne dit pas que nous sommes des monstres. Elle révèle une vulnérabilité profondément humaine. Sous certaines conditions, le cerveau peut désactiver la conscience morale au profit de l'obéissance. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi ont-ils obéi ?» mais « Dans quelle situation mon cerveau pourrait-il faire la même chose ?» Comprendre ce mécanisme n'est pas une accusation, c'est une protection. Selon toi, pourquoi certaines autorités nous paraissent légitimes? Et penses-tu que ce mécanisme d'obéissance agit encore aujourd'hui? Abonne-toi à Mindspark Aura pour découvrir l'incroyable chaque jour.